bonjour, chers amis. Et puis, en ce début d'année, permettez-moi de vous offrir tous mes voeux pour cette année nouvelle. Et puis, on aura l'occasion, dans un mois environ, même pas, 1er février, de se refêter à nouveau une bonne année, puis ce sera un nouvel an vietnamien, un nouvel an chinois. Ce sera d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un signe très favorable, l'année du tigre, en espérant qu'il ne sera pas trop agressif. Voilà. Donc, le sujet dans lequel nous entrons concerne Taïwan et je l'ai titré le centre des tensions géopolitiques, non seulement de l'Asie mais du monde. Vous avez peut-être noté en écoutant les nouvelles, en lisant des journaux ou des reportages combien Taïwan a été au centre des préoccupations. Voilà, donc pour éviter des enregistrements un peu longs et fastidieux, comme le sujet est vaste, je vais scinder cette présentation en plusieurs séquences. Donc pour cette première séquence, eh bien, démarrons en observant bien sûr combien les médias, comme je le disais à l'instant, décrit ce qu'on appelle parfois le point focal de la nouvelle guerre froide qui se manifeste entre les tensions non seulement de Taïwan avec la Chine, mais surtout la Chine avec les États-Unis d'Amérique, les deux grandes puissances actuelles. Alors, on peut les voir à travers des titres de presse. J'en ai pris 4 exemples et on va les regarder tout de suite. The Economist, qui est un hebdomadaire sérieux, enfin considéré comme tel, nous montre en couverture l'endroit, vous pouvez le lire avec moi, le plus dangereux sur la planète. Et avec une image évocatrice, on voit l'île de Taïwan à travers un écran radar d'un avion de chasse. Le Monde, quotidien du soir, très connu chez nous, et qui, le 12 octobre, peu de temps après un discours important du président Xi Jinping, titre « Chine-Taïwan, une menace pour la paix du monde ». Continuons notre petit parcours et avec un journal économique. Alors, ce n'est pas les Échos, peut-être le plus connu, il s'agit de La Tribune. Pas un article de journaliste, mais d'un professeur de l'école supérieure de commerce de Normandie, Caen Le Havre, qui s'appelle Ludovic Jeanne et qui titre La rivalité sino-américaine à propos de Taïwan, est-ce que le monde peut basculer? Et puis plus près de nous, un quotidien régional. Alors ce n'est pas les titres à la manière des tabloïds britanniques, toujours très accrocheurs, mais néanmoins, vous voyez cette couverture avec la situation à Taïwan peut-elle déclencher une 3e guerre mondiale? Oui, on y va franchement, et avec une illustration photographique où l'on voit des F-16 taïwanais dans le ciel. Alors, à propos de ciel, justement, on va regarder, toujours partir des faits, et donc, à partir de la période du 1er au 4 octobre, on a eu une incursion massive d'avions de chasse et même des bombardiers chinois dans le ciel de Taïwan, enfin dans le ciel, pas exactement, dans ce qu'on appelle la zone d'identification et de défense aérienne, en grand nombre, et beaucoup plus que tout ce qui s'était produit jusque-là. Alors des incursions, c'est pas nouveau, il y en avait eu pas loin de 400 en 2020, beaucoup plus dans les seuls 3 premiers trimestres de l'année 2021, 670, mais là on passe à un rythme beaucoup plus élevé. Et puis peut-être aussi ce qui a frappé les observateurs, c'est que là, la Chine a déployé les avions les plus modernes qu'elle possède. Ce n'est pas uniquement dans le ciel d'ailleurs qu'on voit cette présence à proximité de l'île de la part des militaires chinois. On le voit également avec le renforcement de la présence navale. Alors, on peut se poser tout de suite ensemble la question, mais au fond, à propos de Taïwan, mais quelle est la nature de ce conflit? Qu'est-ce qui se passe? Et de comprendre, au fond, quels sont les problèmes qui sont posés.
Dans la nature de ce conflit, on peut se poser une première question en se disant, mais après tout, est-ce que c'est tout simplement un retour au sein de la mère patrie de la Chine, un retour semblable à la rétrocession en 1997 de Hong Kong et de Macao? Alors, ce serait une manière de voir les choses qui correspondrait assez bien à la manière de voir de la Chine de Pékin. Mais cette question sur la nature de ce conflit, pour peut-être intéressante qu'elle puisse être, n'est pas suffisante. Au fond, une deuxième question qui vient, est-ce qu'il s'agit d'un conflit plus complexe? Oui, très certainement à mon avis. Et qui oppose quoi? Qui oppose tout d'abord deux visions de la gouvernance politique, puisqu'aujourd'hui, nous avons à Pékin un régime autoritaire, pour ne pas dire dictatorial, et puis à Taipei, la capitale de Taïwan, un régime qui a toute la réalité, je ne sais pas que des apparences, c'est la réalité d'une démocratie, oui, tout à fait comparable à nos démocraties occidentales. Cette question d'un conflit plus complexe, on peut la prolonger en voyant, est-ce qu'au fond, c'est un territoire, j'ai pas mis un pays parce que, bon, on se pose toujours la question comment il faut nommer Taïwan. On pourrait effectivement aussi utiliser le terme pays, qui vit depuis plus d'un demi-siècle une indépendance de fait, une indépendance tout à fait réelle face à la grande puissance dominante qu'est la Chine, qui voudrait considérer l'île comme simplement une province rebelle. Alors, quand on dit indépendance de fait, les habitants de Taïwan, et nous-mêmes, on voit bien la réalité, c'est qu'à Taïwan, il y a toutes les institutions d'un pays avec un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire, des collectivités, des partis politiques, des syndicats, etc. Et un véritable état de droit qui, effectivement, est tout à fait indépendant, même si sur la scène internationale, on note que Taïwan n'est pas reconnu aujourd'hui par beaucoup d'États, une quinzaine, pas plus, et n'est pas présent dans la plupart des grandes institutions internationales. Prolongeons un petit peu notre questionnement sur la nature du conflit. Est-ce qu'il s'agirait d'un conflit qui opposerait seulement deux acteurs, la Chine et Taïwan, ou même un seul, la Chine qui considère qu'il n'y a qu'une seule Chine, et ou, puisqu'il y a l'alternative, d'autres puissances. D'autres puissances, évidemment les États-Unis d'Amérique, mais également certains de leurs alliés. Aujourd'hui, on peut nommer l'Australie, la Grande-Bretagne, à travers des initiatives comme l'ANCUS ou des initiatives plus larges avec le Quad, qui associent également l'Inde ou le Japon. Alors, d'autres puissances, ces autres puissances, elles voient quoi? Elles voient dans cet affrontement la capacité des démocraties à faire face à un régime totalitaire. Et parmi l'argumentaire de ces puissances, on voit toujours des choses, le respect du droit, le respect de la circulation libre dans les eaux internationales et des éléments comme cela. Et puis on peut se demander aussi, l'Europe, pour qui l'île est certes fort éloignée, comment se situe-t-elle? Alors peut-être pour certains d'entre vous, l'île de Taïwan, ce n'est pas un espace très très familier. Peut-être certains parmi vous ont pu s'y rendre, mais ce n'est peut-être pas la majorité d'entre vous. Qu'est-ce qu'on peut dire à très gros traits et de manière assez, oui, assez ramassée? C'est un pays montagneux, 36 000 km², donc vous voyez, c'est petit, hein, c'est petit. 36 000 km², pour vous donner une échelle, la Chine de Pékin, la Chine communiste, c'est 260 fois plus vaste que Taïwan. Donc les deux comparés, effectivement, l'île correspondrait presque à une tête d'épingle. Cette île, elle est séparée du continent par un détroit qui porte le même nom, détroit de Taïwan, qui est large d'environ 160 km. Donc l'île, effectivement, n'est pas très éloignée comme échelle, c'est à peu près comme la Corse par rapport à notre littoral méditerranéen.
une population de presque, pas tout à fait, 24 millions d'habitants. Et ces habitants, ils vivent essentiellement sur la façade occidentale, celle qui est vis-à-vis de la Chine. Pourquoi? Tout simplement parce que l'île est extrêmement montagneuse et que l'espace utile se trouve sur la côte ouest. Si on continue notre petite fiche signalétique, encore une fois à très gros traits, qu'est-ce que l'on peut noter? Que c'est un territoire où il y a un très haut niveau de formation. Ce n'est pas une exception en Asie. On sait que les Asiatiques ont souvent une perception très, très prégnante de l'importance de l'éducation, de la formation, de la scolarité, parfois de manière un peu trop poussée comme au Japon. Niveau de formation, on pourrait penser aussi à Singapour, qui est souvent en tête des classements PISA notamment. C'est une économie très avancée, et on va le voir dans pas très longtemps, et qui a des revenus élevés. En termes de PIB par habitant, c'est 3 fois plus qu'en Chine. Si on le mettait même en parité de pouvoir d'achat, ça serait encore plus. Ah, une petite carte, alors avec un coup de pub pour le routard, pour vous inciter au voyage. Vous voyez la côte continentale chinoise, le détroit de Taïwan, et puis l'île d'à peu près un peu plus de 300 km du nord au sud et d'un peu plus de 150 km de large. Donc voilà à peu près les dimensions. Vous voyez, c'est pas immense comme territoire. Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, eh bien, vous constatez que les grandes villes, à commencer par Taipei, tout à fait au nord, la capitale, et avec Taichung, avec Kaohsiung, etc., se trouvent donc sur la façade occidentale. Alors, on parlait d'une île montagneuse, là vous en avez une illustration, et vous voyez que les montagnes, c'est une carte classique, où on voit les couleurs en fonction de l'altitude. Eh bien, il y a des sommets élevés. En même temps, vous pointez au passage que malgré l'exiguïté de l'île, il y a sur cette seule partie de l'île pas moins de 4 parcs nationaux importants, ce qui montre d'ailleurs les préoccupations et les soucis environnementaux des décideurs dans l'île. Des montagnes assez élevées, vous voyez au nord, à plus de 3500 mètres, mais la principale est au centre de l'île, dans peut-être le parc national le plus connu qui s'appelle le parc national de Yushan, avec un sommet qui porte ce même nom, le Yushan, qui fait pratiquement 4000 mètres d'altitude, 3950 pour être précis. Voilà les montagnes que l'on peut voir dans le parc national de Yushan. Alors, à cette altitude, vous pourriez vous attendre à voir des neiges ou glaciers. Non, parce qu'on est quand même dans un climat subtropical. Ah, cette carte, vous l'avez déjà vue à plusieurs reprises dans les cours que j'ai pu donner. Elle était essentielle pour bien comprendre. Regardez la limite des revendications territoriales maritimes de la Chine. Vous voyez en rouge avec des petits rectangles rouges. Et vous voyez que non seulement la mer de Chine méridionale, on avait déjà fait un cours là-dessus, mais quand on remonte vers le nord, eh bien vous voyez que cette revendication chinoise, elle englobe Taïwan qui apparaît en vert sur la carte, et même les îles Senkaku qui sont sous souveraineté japonaise. On retrouve là un point clé de la politique chinoise depuis déjà pas mal d'années, c'est considérant qu'ils n'ont guère de zone économique exclusive en matière maritime, à peu près 2 millions de kilomètres carrés. Je vous rappelle que pour la France, c'est 5 fois plus. Les Chinois considèrent qu'ils sont entourés, ou tout au moins en façade, face à leur côte, entourés par des adversaires, entre guillemets. Le Japon, Taïwan actuellement, les Philippines, et ainsi de suite, jusqu'à Singapour. Et que pour eux, la question de la maîtrise du trafic maritime et la question surtout de l'accès à l'océan Pacifique est capitale. On y reviendra encore peut-être plus tard sur cette carte parce qu'elle est très éclairante sur les tensions géopolitiques. Bon, alors on a vu un petit peu quelle était la nature du conflit. Maintenant, eh bien, pour avancer, un peu comme on le fait de manière classique à l'université, on va poser une problématique. Ici, rassurez-vous, elle est très simple. On va l'orienter autour de
trois grandes questions et puis avec un préalable. Trois grandes questions, c'est classique en matière de, quand on regarde des tensions géopolitiques, de voir d'où ça vient. Et d'où ça vient, ça fait référence à l'héritage de l'histoire. C'est un passé qui est souvent peu ou pas assez traité dans les affaires concernant l'île. Et pourtant, il y a là des éléments qui peuvent nous rendre peut-être davantage compréhensibles la situation actuelle. Bon, vous le savez, il y a des raccourcis aujourd'hui. Quand on parle de Taïwan, souvent les journalistes ou les commentateurs parlent uniquement de la période postérieure à 1949, c'est-à-dire la prise du pouvoir par les troupes communistes de Mao Tse-tung et la prise de Pékin en 1949, et le repli sur l'île du Kuomintang de Chiang Kai-shek, c'est-à-dire les nationalistes. C'est un peu court, hein, l'histoire, c'est pas que ça. J'ai été intéressé aussi en regardant un petit peu des éléments qui, là aussi, à mon avis, ne sont pas suffisamment traités. On a la chance d'avoir en France pas mal de très très bons sinologues, Antoine Bandaz, Cabestan, etc., d'avoir quelqu'un qui s'appelle François-Régis Dumont, qui a travaillé sur la question un petit peu de l'histoire, mais avec un angle très, très, très particulier, mais en même temps passionnant, c'est de regarder au fond qui sont ces habitants de Taïwan. Et lui qui est un démographe connu, il nous introduit à une relation entre géopolitique et population, géopolitique et démographie. Et là également, il y a une clé pertinente pour saisir la situation à Taïwan. Troisième élément de notre problématique, évidemment c'est la plus importante, on ne la traitera pas aujourd'hui bien sûr, c'est de savoir s'il s'agit d'un conflit interne à la Chine, comme Pékin le prétend, s'il s'agit d'un conflit régional, ou s'il s'agit même d'un conflit mondial. Et il est clair qu'aujourd'hui, il y a une véritable dimension internationale qui est prise par la crise de Taïwan. Voilà un petit peu les éléments de notre problématique. Vous voyez, elle est simple dans la manière dont elle est formulée. Simplement, il y a un préalable qui, à mon sens, est indispensable, c'est de regarder et de dire un mot sur l'économie de Taïwan, là encore pour bien comprendre la situation de cette île qui est quand même tout à fait étonnante dans la place qu'elle a dans l'économie du monde. Alors, c'est une économie très avancée et j'ai pris exprès un exemple, peut-être le plus emblématique, c'est l'entreprise TSMC. Alors, c'est peut-être pas dans l'opinion courante aussi connue que Google, Amazon ou des grandes entreprises plus anciennes comme ExxonMobil, que sais-je. TSMC, c'est Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. C'est le leader mondial dans le domaine de ce qu'on appelle vulgairement les puces. Hein, ces composants qui rentrent dans la production dans beaucoup de domaines. Ça va de l'automobile à l'informatique, en passant par la téléphonie, que sais-je, et où on a besoin de ces éléments qui sont produits en masse dans l'île de Taïwan, qui a un véritable leadership là-dedans. Alors, on pointe à travers cet exemple de TSMC qu'on a eu véritablement dans l'île, avec cet exemple et avec d'autres, des gestions entrepreneuriales qui ont été réellement efficientes, puisqu'on a dans ce petit espace un leader mondial, et pas dans n'importe quel domaine, puisqu'il s'agit d'un domaine qui nécessite des connaissances et de la maîtrise scientifique très élevées, donc il y a une vraie avance dans ce domaine de l'infiniment petit qu'on appelle les nanotechnologies. On arrive à graver aujourd'hui à Taïwan sur des puces de 3 à 5 nanomètres des quantités d'informations considérables, tout à fait étonnant. Je prends un autre point d'ailleurs à propos de TSMC. Quand les enseignants
proposaient il y a 30 ans un cours sur l'Asie à leurs élèves ou à leurs étudiants de classe préparatoire, il y avait une image tout à fait juste qui était donnée, c'est celle de ce qu'on appelle le développement en vol d'oies sauvages. Qu'est-ce que ça veut dire, cette image? Un peu comme nos oiseaux migrateurs qu'on voit passer parfois au-dessus du ciel de Bigorre. Il y a un oiseau qui est en tête et puis les autres qui forment un V et qui suivent le leader, on peut dire. Alors à l'époque, le leader, c'était évidemment le Japon, et qui, par ses investissements, par sa maîtrise technique, entraînait dans son sillage ce qu'on a appelé les 4 dragons d'Asie, la Corée du Sud, Singapour, Taïwan et Hong Kong. Alors voici une parmi d'autres des entreprises TSMC, bon, une entreprise tout à fait moderne. Plus que cette image qui est classique d'un établissement, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est ce camembert. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il montre, ce camembert? Eh bien, la répartition de la production dans le monde, le marché mondial, des semi-conducteurs. Et quand vous regardez ce marché mondial des semi-conducteurs, vous voyez l'ampleur de la couleur bleue, c'est celle de Taïwan, et au sein de Taïwan, évidemment, la position extrêmement forte de TSMC. Vous pouvez voir que du côté chinois, la part est quand même assez modeste, on va dire. Alors quand on regarde cette image, on peut se demander qui est le géant, qui est le nain. Dans ce domaine des semi-conducteurs, on voit une réalité pas toujours assez connue, mais qui est flagrante. Alors il y a d'autres, bien sûr, pays et d'autres entreprises proches dans la compétence technologique. On a le Samsung, cette entreprise de Corée du Sud. Et puis dans le reste du monde, bien sûr, il y a d'autres entreprises, ST Microélectronique en Europe, mais aussi quelques géants américains comme Intel. Bien, continuons notre petit parcours dans cette économie très avancée de Taïwan. C'est qu'il y a un commerce extérieur qui est très dynamique, très dynamique. Ça, on le retrouve dans d'autres économies asiatiques, cette manière d'avoir des économies tournées vers l'extérieur. Ça a souvent été le principal levier de croissance. Et avec une surprise, alors que depuis des mois, les relations se sont envenimées entre Pékin et Taipei, eh bien, on observe quand même une réalité assez surprenante, c'est que 44% des exportations de Taïwan vont vers la Chine. C'est son principal partenaire. Alors vous pointez avec moi qu'il y a un côté un peu paradoxal, c'est que celui qui est le principal partenaire économique, la Chine de Pékin en l'occurrence, c'est également un adversaire politique, diplomatique et militaire. Ça peut paraître étonnant, mais en Asie, comment dirais-je, business as usual, comme disent les Britanniques, même si on ne s'entend pas bien, il n'empêche que dans le domaine des affaires, ça continue à aller de l'avant. Un deuxième point dans cette économie avancée, compte tenu de la puissance de son industrie, c'est davantage l'industrie que les services qui l'expliquent, il y a un excédent commercial massif. Regardez le chiffre, pour un petit pays, encore une fois, 59 milliards de dollars d'excédent, ça ferait rêver notre ministre des Finances en France. Bon. Et puis, la guerre commerciale Chine-USA, qui a commencé déjà depuis 3-4 ans, attisée par le président Donald Trump, n'a pas eu que des aspects négatifs pour l'île, qui a pu aller vers des investissements vers d'autres pays comme le Vietnam, par exemple, et puis qui a pu, à la demande de certaines entreprises chinoises, comme Huawei, le géant chinois des télécoms, en profiter pour leur fournir massivement les composants électroniques dont ils avaient besoin.
Type de photo qu'on a déjà vu avec vous, notamment à propos des ports chinois, du delta de la rivière des Perles. Vous avez dit, vous êtes en train de penser, bon, il n'y a rien de neuf, hein, un port, voilà, des grues, des containers. Oui, 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 c'est vrai. À une nuance quand même. C'est qu'à Taïwan, le contenu de ces containers, en termes de valeur, hein, je ne parle pas en termes pondéral, mais en termes de valeur, est beaucoup plus élevé que les containers que l'on peut trouver dans d'autres ports, notamment dans les ports chinois. Vous voyez ici une photo d'un bateau de la principale compagnie maritime taïwanaise qui s'appelle Evergreen. Alors ne confondez pas, attention, Evergreen, qui est une entreprise taïwanaise, avec Evergrande, qu'on avait déjà cité, qui est un géant chinois de l'immobilier et qui est dans une passe très difficile au plan financier. Voilà, donc cette compagnie, elle fait partie du top 10 des transporteurs et avec un flux de marchandises très, très important, que ce soit vers États-Unis, Canada ou vers l'Europe et même vers d'autres destinations. Qu'est-ce que les observateurs ont pointé là, pendant ces 2 dernières années difficiles? C'est qu'à Taïwan, il y a eu une gestion très efficace de la pandémie. Bon, un pays qui est considéré comme l'ayant particulièrement bien maîtrisé. Je crois qu'il y a encore quelques semaines, le nombre de victimes se comptait sur les 2 doigts de la main à peu près. Bon, ainsi. Et ça a posé d'ailleurs une question. C'est que beaucoup de pays, y compris dans les démocraties européennes, et pas que, on dit dans le cadre de l'OMS, eh bien, pourquoi on n'accueillerait pas Taïwan au moins avec un statut d'observateur, puisqu'ils ont peut-être des choses à nous faire savoir, à nous faire comprendre, puisqu'ils sont très bons dans la gestion de la pandémie. Pourquoi diable on se priverait de leurs éléments de connaissance et de maîtrise de ces situations sanitaires? Et immédiatement, bien sûr, la Chine a mis son veto. Son veto, pourquoi? Parce que ça aurait été reconnaître, dans le cadre d'une organisation internationale de la famille des Nations Unies, ce qui n'est pas un pays à leurs yeux. Hein, qu'il n'y a qu'une Chine, c'est eux, point. Pendant la pandémie, le niveau d'activité est resté à un niveau élevé. C'est logique, puisqu'il n'y a pas eu quand même trop de difficultés, enfin, ou tout au moins qu'elles ont été bien maîtrisées. Et depuis quelques mois, il y a un plan de relance pour gagner à nouveau des positions qui est assez important. À l'échelle d'un petit pays, 35 milliards de dollars, c'est pas rien. Question toujours dans le domaine de la géopolitique, bien sûr. Ça concerne aussi l'économie et l'économie de demain. Et là, quand on regarde cette réalité de l'île de Taïwan, il y a 2 éléments que sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Il y a un critère qui est toujours jugé important dans les milieux économiques, c'est de voir la place de R&D, ça veut dire recherche et développement. Hein, c'est tous les efforts qui sont engagés pour préparer, autrement dit, les économies du futur, avec des investissements dans la recherche qui peuvent être assez massifs, avoir davantage de chercheurs et trouver, autrement dit, ce dont on aura besoin demain. Alors, Taïwan, elle est sur le podium, 3e rang exactement, 3,4% du PIB. Alors en valeur absolue, bien sûr, un pays comme les États-Unis font beaucoup plus, mais là, c'est rapporté au produit intérieur brut. Elle est juste derrière la Corée du Sud, qui est à peu près un chiffre très voisin, le premier pays en matière de recherche et développement étant Israël. Alors, quand on regarde un peu plus près, les secteurs prioritaires pour l'économie de Taïwan, vous allez voir qu'on est effectivement sur des domaines qui concernent très, très précisément ces industries de l'avenir. Le premier poste, compte tenu de leur
puissance en la matière. Ça concerne donc toujours les semi-conducteurs, les puces, avec, bon, ça représente plus du tiers du produit intérieur brut de Taïwan. Donc c'est le premier domaine, bien sûr, les industries du numérique, de l'informatique. La cybersécurité, alors pour deux raisons. À la fois parce que c'est un domaine dans le futur qui va être certainement très demandé, aussi bien par les États que par les entreprises. Hein. Bon, c'est un enjeu majeur, mais aussi parce que Taïwan sait très bien que demain, la pression chinoise ne passera pas que par des voies diplomatiques, politiques, voire militaires, mais passera aussi par bon, ces approches autres, hein, que sont les cyberattaques, les pressions à travers tous les réseaux du numérique, etc. Le domaine des biotechnologies et des technologies médicales, hein, parce que là, il semblerait qu'au-delà de la pandémie, on ne sait pas encore si elle est conjoncturelle ou si elle va durer davantage et devenir un problème structurel, mais bon, toujours est-il que c'est un domaine où Taïwan le considère comme essentiel. Celui des énergies renouvelables, ben aussi tout simplement parce que Taïwan a peu de ressources en la matière. Et enfin, des industries de la défense. Alors, Taïwan n'est pas sans, on allait dire, Bruno Morin, il fait un tableau un peu idyllique de l'économie de Taïwan et vous auriez quelques raisons de, de le regarder ainsi. Non, c'est pas mon propos. Moi, j'essaye de regarder les faits, de les analyser sans porter trop de jugement. C'est pas ce qu'on me demande. Et je pointe, et vous le voyez avec moi, qu'il y a des vulnérabilités qui demeurent, hein, qui sont évidentes. La première vulnérabilité, ben, c'est l'absence de ressources énergétiques suffisantes, hein, d'où d'ailleurs les efforts sur les énergies nouvelles, hein, qui sont entrepris. Et également, alors dans ces périodes incertaines en termes avec tous les impacts du réchauffement climatique, l'île, alors on est dans une zone subtropicale et avec les montagnes, l'île elle est très arrosée. Il y a beaucoup de points de l'île où il tombe 2 mètres, voire 3 mètres d'eau par an. Mais il n'empêche que, eh bien, depuis 2 ans, on a des vrais problèmes qui sont liés à des sécheresses sur la côte occidentale. Et alors, bon, est-ce qu'elles sont majeures? Pas pour le ravitaillement de la population, c'est pas ça, mais compte tenu du tissu industriel et notamment pour le secteur des semi-conducteurs, les usines de production de puces sont des très très grosses consommatrices d'eau. C'est peut-être pas d'ailleurs étranger au fait que TSMC, par exemple, est investi sa nouvelle usine au Japon. Qu'est-ce qu'on a encore comme élément de vulnérabilité? On a un exode des cerveaux. Alors ça, vous allez dire, il y a pas mal de pays d'Asie qui connaissent ça, quand on sait les méthodes et les manières dont les grandes entreprises de la tech américaine, de la Silicon Valley, vont faire leur marché dans les grandes universités du sud de l'Inde. Ben, on sait très bien, voilà, qu'il y a beaucoup d'informaticiens qui partent vers la Californie. Mais ça existe aussi pour les gens très bien formés de l'île de Taïwan. Alors oui, pour les États-Unis ou le Canada, mais également, aussi paradoxal que ça puisse vous sembler, également pour la Chine. Vous avez des chercheurs ou des cadres de haut niveau qui sont installés à Shanghai, bon, parce qu'on leur fait souvent un peu des ponts d'or, hein, pour attirer des talents qui sont peut-être pas tout à fait les mêmes, hein, que ceux des Chinois. Bon. Autre vulnérabilité, ben, c'est que, puisqu'on est sur des questions géopolitiques, si on s'oriente vers des formes de conflits, bon, on peut appeler des conflits majeurs, sans qu'il y ait nécessairement, encore une fois, à quelque chose de l'ordre militaire, ben, prenons un exemple, le blocus des ports de Taïwan, ben, qu'est-ce que l'économie de l'île devient? C'est une économie très ouverte
et comment, dans un tel contexte, pourrait-elle poursuivre ses activités. Voilà, on va s'arrêter là pour cette première séquence, parce que je crois qu'il vaut mieux avoir des séquences plutôt courtes. Et la prochaine, donc de notre problématique sur l'héritage de l'histoire, on va le prendre dans un deuxième temps. Voilà, bonne lecture, bonne écoute, et à très bientôt.